Prime et live sur Radio Pirate. Notre chum Yann Sénéchal en ce début de semaine. Yann, bon week-end, mon ami Yann? Yes, parfait. Hey, explique-moi donc, toi, amateur de baseball, comment... oui, ben, on comprend l'histoire. Super lanceur, super frappeur, on comprend pas tant. Mais dans un marché économique de sport où il se brasse de plus en plus d'affaires, le baseball n'est pas celui qui est en meilleure santé dans le sens que sa crowd est vieille. Les cotes d'écoute, entre autres, l'exemple que j'ai donné, c'est que les cotes d'écoute pendant la Série mondiale, lors d'un match très anodin du début d'année de la NFL un lundi soir, un match sans importance et deux équipes assez ordinaires, a mangé du double la Major League Baseball sur les codes d'écoute de la TV. Donc, est-ce que c'est dangereux, ce genre de comportement-là, par les propriétaires, avec les défis qu'ils ont au niveau... parce qu'il y a plusieurs équipes qui en arrachent un peu. Il y a des équipes très riches, on les connaît toutes, mais c'est pas une ligue que tu dis, mais oui, c'est pas celle-là que j'aurais nommée pour donner 700 millions à un athlète sur 10 ans. C'est drôle, hein? C'est pas elle que j'aurais nommée. Il y a plusieurs choses. On oublie certaines choses avec le baseball. Premièrement, c'est 162 games. Donc, ils ont besoin peut-être de moins d'auditoire que le football pour être pertinent. Également, ils sont pratiquement sans aucune compétition pendant une grosse partie de l'année. Contrairement au football qui doit battre avec le basketball, le hockey, ainsi de suite. Fait que tu sais, tu as littéralement, l'amateur moyen, littéralement 6 à 7 jours par semaine de contenu dans ta télé. Pour le gars qui trippe baseball, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés directement avec MLB. Pour les séries, c'est un peu le même principe. Oui, c'est juste un mois les séries, puis le viewership est peut-être plus petit, mais c'est quand même, tu as 6 games par semaine. Tu as 6 jours de baseball par semaine en série. Donc, je pense que c'est ce qui est sous-estimé. L'autre, parce qu'il y a en fond de l'argent pour de vrai. L'autre côté, c'est que le contrat de Shohei Ohtani, moi, on n'a pas encore tous les détails. Puis, je pense qu'on va comprendre plusieurs choses quand on va avoir les détails. C'est qu'on a dit un contrat de 700 millions, ça flash tout ça, parce qu'on a additionné tous les montants d'argent qu'il allait recevoir, éventuellement. On sait que c'est un contrat de 10 ans. Fait que les gens, naturellement, ils font « Hey, il va être payé 70 millions par année. » Moi, j'ai l'impression que quand on va avoir les détails de ce contrat-là, ça va être un contrat à la Bobby Bonilla un peu. Dans le sens que Shohei Ohtani a 29 ans, il arrêterait d'être payé à 39 ans. Moi, je pense qu'il n'arrêtera pas d'être payé à 39 ans. Je pense que Shohei Ohtani, à 55 ans, va être encore payé par les Dodgers ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, oui, ça a l'air spectaculaire, un contrat à 700 millions, parce qu'on a additionné tous les montants qu'il allait recevoir. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de taux d'intérêt élevé aussi. Ça ne coûte pas si cher que ça pour les Dodgers de Los Angeles de prendre de l'argent qu'ils ont probablement déjà, de l'offrir à une compagnie d'assurance ou d'acheter des placements pour matcher le contrat ou peu importe, et de payer Shohei Ohtani avec des placements, autrement dit, dans le futur. Fait que ça a l'air gigantesque, mais je pense que ça l'est moins qu'on pense. Mais ultimement, quand même, tu sais, je veux dire, je me rappelle au baseball, ce que j'aimais du baseball, j'ai été, tu sais, je suis probablement celui ici qui a vu le plus de matchs de baseball des expos, puis je me dirais qu'au Québec, je suis pas certain, moi j'ai vu à peu près 200 games des expos dans ma vie. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui en ont vu 200. Puis, j'ai été invité souvent, j'ai le Catchers Club en arrière régulièrement à cause de mon association avec Télémédia pendant plusieurs années, mais j'ai été beaucoup au baseball payé de ma poche. Et la beauté qu'on a mis au baseball, c'est que on était, mettons, chez mon chum Jean, qui est décédé aujourd'hui, il était à Laval. Qu'est-ce qu'on fait? Il annonce moins beau, on ne fait pas de bateau, on s'en va au baseball. On s'en va au baseball, le port de Laval, on s'en va en char, on s'en va vers le stade. Ça coûtait rien. On avait du bon temps. La bière est froide. Les hot dogs sont pas chers. Le bretzel est pas cher. Puis on vient d'avoir une belle game. Belle victoire contre les Cubs. Mike Fitzgerald a crissé dans la clôture. On s'en attendait pas. Ah ouais, 2-3 points qui rentrent. On gagne en 9e. Tout le monde est content. Les dernières fois que je suis allé au baseball, entre autres, une des fois que je suis allé aux Marlins ici, j'ai été surpris. Là. Le long de la ligne de premier, c'est des tickets à 85, 90, 100 piastres par ticket. Donc, le baseball pour moi, le baseball, ça a toujours été un sport, le fun. Puis là, aujourd'hui, je retrouve le baseball en allant au Capitole avec les mêmes affaires du temps. Même chose ici à Port-Saint-Lucie où je suis, où l'équipe des Mets
fait à peu près la même chose. À 5-6 piastres le billet, la bière pas chère, les hot dogs pas chers, etc. Tu te remontes 4-5 000 personnes là. Tu vas voir 6 manches sur 9 des fois si tu es pressé. Ça te dérange pas, ça t'a pas coûté cher. Mais c'est ce côté-là, je trouve que le baseball a perdu. C'est pas dangereux, ça? Ben écoute, je regarde les attendances des Dodgers, justement, puis je pense qu'ils ont bien fait d'investir dans Ohtani, parce que regarde ça. 3,8 millions l'année passée, 3,9 millions l'année d'avant. Après ça, c'était 3,8, 3,9. Ils sont là-dedans beaucoup. Mais si on s'en va au début des années 2000, l'ère des stéroïdes, là, on était à 3 millions, 3 millions 1 par année. Donc, Ouais. ils ont augmenté beaucoup leur argent. C'est 47 000 par game versus 37 000 au début des années 2000. Puis même quand tu descends dans les années 80, on tourne toujours autour de ce fameux 34-35 000-là à peu près. On dépasse rarement 40. Puis avec Shohei Ohtani, là, je pense qu'on va péter le 50 000 par game, puis on va être en haut de 4 millions par année. Mais mon point n'est pas la bonne affaire parce qu'on parle des Dodgers. Les Dodgers, il y a un côté, tu sais, tu vas à Los Angeles, tu vas aller aux Dodgers. C'est la saison de baseball parce qu'il y a un côté mythique d'aller dans le stade, la patente. Tu sais, on a vu tellement le stade à la TV. Il y a un côté mythique avec les Dodgers. Mais je parle du baseball en général. Tu sais, c'est dur pour, mettons, même les Pirates de Pittsburgh, puis surtout pour un marché, mettons, comme Montréal, qui aimerait ça revenir. Tu vois ça, puis tu te dis, OK, c'est pour les grands, c'est pour New York, c'est pour Boston, c'est pour Los Angeles, c'est pour San Francisco, peut-être Atlanta, mais il n'y a pas grand monde qui peut suivre. Bon, les Texans au Texas, mais il n'y a pas grand monde qui peut suivre, par exemple. Bien, c'est sûr que c'est une des ligues qui a le moins de features communistes, un peu comme la Ligue nationale. Le baseball est réellement... La seule chose qu'il y a réellement, c'est un partage de revenus au niveau publicitaire des contrats de télé, puis une genre de taxe de luxe. Puis le contrat de Shohei Ohtani, d'ailleurs, est designé pour favoriser l'équipe dans ce concept de taxe de luxe-là. Donc, il n'y a pas de cap salarial. Tu as le droit de défoncer un certain montant sans problème, tant aussi longtemps que tu payes ta taxe de luxe. C'est un peu comme les Mets ont fait l'année passée pour avoir supposément l'équipe de l'année. Puis finalement, ça n'a pas été bien. Mais eux autres, ils ont payé quasiment une coupe de clubs, les frais d'opération de quelques clubs autres ont été payés par la taxe de luxe des Mets quand les Mets sont investis dans leur line-up, c'est ça? Ben exactement. On dit présentement, Ohtani aurait 70 millions par année. Comme je vous dis, je ne crois pas tant que ça. Je pense que le contrat est différent. Mais mettons que c'est 70 millions par année, c'est plus que la masse salariale de 8 clubs de la MLB présentement. Fait que, la concentration est assez spectaculaire dans la MLB. Je pense qu'il y a des équipes, effectivement, qui exagèrent. De ce côté-là, on peut penser aux Yankees, on peut penser aux Dodgers. Mais ça reste que c'est pas garanti qu'ils vont gagner. Cette année, les Dodgers ils ont été sortis super vite des séries. Là. Contre une gang de pas payés. Là. Ils ont perdu en 3. C'était un 3 de 5. Ils ont perdu en 3 contre Arizona. Il ne faut pas oublier Shohei Ohtani. La raison pourquoi le contrat est gros, c'est que techniquement, tu as 2 joueurs en un. Donc, tu as un DH, un gars qui frappe puis qui est dans les 10 meilleurs frappeurs de la ligue. Et tu as un lanceur également partant qui, techniquement, est aussi pas loin ou dans les 10 meilleurs de la ligue. Le bug, par contre, c'est qu'il va avoir son deuxième Tommy John. En fait, il a dû l'avoir. Là. Il y a eu un deuxième Tommy John de son bord, ce qui fait en sorte qu'il ne lance pas en 2024. C'est sûr à 100% qu'il ne lance pas en 2024. Donc, tu as juste la version frappeur pour 2024. Mais des Tommy John, tu ne peux pas en avoir 50. Grosso modo, là, c'est que le ligament de ton coude, il est pété. Okay? Le ligament du coude, il est complètement fini. Il est coupé en deux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le remplacent? C'est quoi qu'ils font? Ils opèrent dans le coude pour ensuite, évidemment, tu dois le remplacer par quelque chose d'autre. Ce qui fonctionne bien, ce n'est pas un ligament, mais c'est un tendon. Donc, ils vont chercher un tendon dans le poignet gauche, d'abord. Ouais. Puis, ils amènent ce tendon. C'est ce qui attache le muscle à l'os. Tandis que le ligament, c'est ce qui attache les deux os ensemble. Donc, ils vont prendre un tendon, ils vont le remplacer, ils font des trous dans les os, ils reconstruisent tout ça avec les os pour rattacher les os ensemble. Et ça prend environ 18 mois pour que le tendon se transforme lui-même en ligament. Ton corps va transformer, de ce que je comprends, là, le tendon en ligament. Mais là, évidemment, le tendon qui est utilisé dans le poignet gauche, il n'est plus là, il l'a déjà pris. Fait que là, éventuellement, ils vont dans les cuisses après. Ils vont dans la cuisse droite, par exemple, dans la cuisse gauche. Ils vont chercher un autre tendon ailleurs dans le corps qui n'est pas vraiment utile, qui ne nuira pas à ses performances.
Mais éventuellement, il va y en rester un autre après ça, là, celui de la cuisse gauche. Oui. Tu sais, je veux dire, non, c'est spectaculaire. Il donne une fortune. C'est le plus gros contrat de l'histoire du sport, okay, de tout sport confondu. À un gars, Christophe, qui se fait opérer d'un tendon, moi, j'en reviens pas. Là. Moi, j'en reviens pas. Là, moi, je pensais qu'il était top shape. C'était le gars. Non, tabarouette, le gars, il est tendon. Tu joues dedans pour trouver des tendons à ce prix-là. Ils sont malades, les Dodgers. Ils sont malades. Ils sont des malades. Moi, Christophe, à chaque défaite des Dodgers, je vais prendre une bière à leur santé. Alors, moi, je veux qu'ils plantent des tabarnaks. Non, attends un peu, là. Voilà, comme fan des Expos, on avait une bonne raison de les détester, là. Mais là, je les déteste plus que jamais, là. J'haïssais Yankees, là, c'est fini, je les aime. Là, c'est Dodgers. T'as envie de les traiter de gang de cave? Non, regarde-moi, à chaque défaite, à chaque Christophe, si Arizona peut y sortir encore cette année... Non, attends un peu, là. Non, c'était enough, là. Hey, le gars, il se fait opérer. Le gars, il va jouer à moitié l'année prochaine. Ah, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Techniquement, Bryce Harper l'a fait l'année passée. Puis je pense que ça, c'est un peu l'innovation dans le Tommy John. Bryce Harper est un joueur de champ droit, il a un méga contrat lui aussi. Le bras était fini, il fallait qu'il se fasse opérer Tommy John. Normalement, c'est 18 mois de convalescence. Harper est revenu au jeu en dedans de 6 mois. Ouais. Mais évidemment, il est revenu au jeu, il était capable de frapper, il était capable de courir, pas capable de lancer une balle tant que ça. Et lui, il s'est dit, je vais apprendre à jouer au premier but. Je vais être capable de jouer au premier but. Puis dans les séries, il jouait au premier but justement à cause de ça. Même si c'est un joueur de champ droit, il a appris à jouer au premier but pour être là. Puis on le voyait, aussitôt qu'il embarquait ses sentiers, il se mettait un armure sur le bras pour protéger son bras justement parce que ton ligament, il n'est pas prêt. Là. C'est pas encore, en fait, ton tendon, c'est pas encore transformé en ligament. Fait qu'il doit faire attention à toutes les torsions et ces choses-là. Mais il l'a fait. On peut s'attendre de voir Ohtani jouer l'année prochaine comme frappeur désigné ou peut-être joueur de premier but. Mais ça reste que c'est... La raison pourquoi tu le payes 700 millions, c'est que c'est un combo. Mais ça se peut, il y a une partie du combo qui est fragile. Là. Ça se peut que tu gardes juste la frite avec le coke. Il n'y aura plus de burger. Puis le pire, c'est que je pense que dans la mécanique fondamentale de Shohei Ohtani, c'est ça qui fait qu'il se blesse souvent. Premièrement, il lance à 100 000 à l'heure. Ça, c'est dur sur le corps. Mais une balle rapide à 100 000 à l'heure, c'est extrêmement dur sur les ligaments. C'est pas pour rien que ça pète. Mais en plus de ça, Ohtani a repopularisé un vieux pitch qui est non pas une slider, mais ce qu'il appelle une sweeper. Donc, c'est vraiment la balle courbe, mais qui n'a pas beaucoup de break vers le bas, qui se déplace carrément de côté. Fait que c'est vraiment un pitch qui a beaucoup de break à l'horizontale. Mais ça implique que tu lances quand même un peu de côté. Et moi, j'ai l'impression que ça met de la tension énormément dans son coude. Puis c'est un peu à cause de ça qu'il se blesse. Fait que c'est un lanceur qui va probablement devoir réapprendre à lancer ou changer sa façon de lancer. Puis, à mon avis, il va falloir arrêter de le mettre lanceur partant aussi. Il va falloir l'emmener en relève. Voilà, premier dossier réglé, Yann. Deuxième affaire, j'en ai parlé en ouverture, puis tu as peut-être vu mon tweet en fin de semaine. Peut-être un tweet vite hier matin pour essayer de faire... On est dans l'émotion concernant la négociation du secteur public. Puis je te dirais que beaucoup de gens de droite, aux conservateurs, la minute que ça touche des gens de leur famille, deviennent plus étatistes que finalement ils nous disent qu'ils le sont. C'est normal, regarde, ça fait partie. On a culturellement, on est pas mal plus social-démocrate qu'on pense qu'on l'est. Même si des fois, si on se considère comme conservateur ou de droite, on est peut-être plus au centre qu'on le pense. Quand c'est les autres, on l'est. Quand c'est nous, ben, on devient plus accroché au gouvernement. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais le point que j'explique, c'est que c'est dur d'avoir de l'empathie pour ceux qui gagnent. Je sais que pas tous les employés gagnent 100 000 et plus, mais ceux qui gagnent 100 000 et qui vont sur la place publique, essayez d'en avoir plus, alors que dans la population, ceux qui vont ramasser la facture, ces gens-là gagnent beaucoup moins. Je trouve que comme relation publique, pour une négociation, c'est une mauvaise idée. Moi, je ne jouerais pas cette carte-là. Parce que ceux qui ramassent, je sais qu'il y a beaucoup d'employés de l'État, je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent qu'ils sont pas assez payés, etc., etc. Mais peux-tu m'expliquer comment les Québécois ont de la misère à saisir qu'il y a une facture au bout de ça, qu'il y a des gens qui doivent payer et qu'il y a les gens qui doivent ramasser la facture? Je comprends que les gens de l'État, qui travaillent pour l'État, eux aussi paient des impôts. Mais il y a un bout d'une vision économique ou d'une culture économique que nous n'avons pas et qui finit toujours par nous rattraper et nous nuire.
tellement de choses là-dedans, Jeff. Écoute, première des choses, le gars qui fait un tour de coffre de char en fin de semaine, parce qu'il dit justement qu'il gagne 105 000, donc c'est faux le tableau de Sonia Lebel, tout ça. Il aurait définitivement dû se fermer. Puis je t'explique un peu pourquoi. C'était un piège, cette affaire-là. Le tableau de Sonia Lebel, de montrer le salaire maximal pouvant être atteint dans différents corps de métier, c'était un piège. Dites-vous une affaire, les syndiqués, vous affrontez un gouvernement qui sont, en théorie, des experts en communication. Ouais. Vous engagez à fort prix des syndicats pour négocier à votre place. Mais il tombe dans le panneau de la craque, je vais le faire. Ben, carrément, laissez faire vos syndicats. Allez, si vous pensez émouvoir la populace avec vos interventions publiques sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un backfire. Et c'est vraiment un danger qui est énorme parce que vous avez besoin de l'appui de la population pour aller chercher ce que vous voulez. Je me fais un peu conseiller stratégique pour eux autres. Là. Mais la game, c'est que c'est vos syndicats qui doivent négocier. Eux autres, ils savent un peu plus, malgré qu'ils sont sacrément incompétents, mais ils savent un peu plus comment dealer avec le gouvernement. Le gouvernement vous a tendu un piège en fin de semaine et vous avez sauté les 2 pieds dedans et vous avez fait un tour de coffre de char à cause de ça. Mais vous êtes fait prendre comme des amateurs. Là. C'est de votre faute à vous autres. Puis là, on est dans les affaires larmoyantes puis de victimisation. Là, on est à la veille de vouloir offrir des dindes à Noël pour les syndiqués, puis on veut des collectes de fonds, puis Étienne Grandmont qui rouvre son bureau, puis dit « Ah, il faut faire des collectes de fonds pour les enseignants puis les professeurs. » Arrêtez, là. Arrêtez. On est dans une situation où est-ce que l'enseignant moyen gagne pas loin d'un multiple du salaire médian au Québec. Là. Donc, on est dans le 50-60% plus que le salaire médian. Vous ne faites pas pitié. On ne peut pas faire de collecte de fonds pour vous autres. Je suis désolé. Puis ça n'empêche pas, on va répéter encore, là, ça n'empêche pas de penser qu'il y a des profs qui sont écœuramment bons, là, qui pourraient gagner 125 000 par année ou 150 000 par année. On parle pas des bonnes année. affaires. Mais on a aussi une série de profs qui vont être augmentés à 90 000 ou 88 000, puis qui finalement gagneraient peut-être s'ils étaient évalués à ce qu'ils rapportent. Ça sacrerait dehors. Ben, oui, on ne peut pas juste pas être crissé dehors parce qu'on n'a pas de profs. Mais au moins, on leur donnerait 55 000 par année, qui est le salaire moyen. Même c'est 52 000 le salaire moyen. Mais ça, c'est le vrai sujet, Jeff. Puis là, Mario Dumont commence à parler des mêmes choses que nous autres, lui-ci. Là. Mario, il vient de se réveiller, lui, là. Il vient de sortir. Il a enlevé sa bouteille de gel chez eux, sa poubelle. Là. Il revient 2 pieds sur terre. Là. Mario connaît les solutions pour le Québec. Ne pensez pas que Mario les connaît pas, il les connaît par cœur. Il les a répétés ad vitam aeternam. Sauf que Mario plonge dans la piscine après avoir testé l'eau seulement. Mm-hmm. Il doit tester l'eau. Il doit s'assurer que la piscine est à une bonne température. Parce que sa petite personne n'est pas capable de prendre le heat. Okay? Oui, pas capable. Mais ça parle ce qui s'est passé avec Mario Dumont la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis pas au courant. Il fait un genre d'interview à LCN, peu importe, puis il dit au gars qui l'interviewe, écoutez, là, est-ce que le gouvernement doit continuer à faire des concessions? C'est indécent, ça marche plus. Donc, lui, il dit là, si le gouvernement concède encore quelque chose, moi, je pète une note, je largue ce gouvernement-là, ça n'a pas d'allure. Maintenant. Donc, lui, il veut pas que le gouvernement aille plus loin que l'offre qu'ils ont faite là. Exactement. OK. Il dit, si on veut aller plus loin, ben là, il faut mettre des affaires sur la table. Ça va prendre des changements radicaux pour le Québec. Des changements radicaux. OK, j'ai hâte d'entendre. Passer de 630 000 employés à 575 000. Ah, ben oui. Mais je pense que ce qui arrive présentement, c'est que le gouvernement Legault est en train de vendre sa salade aux médias tranquillement. Puis, je suis pas en désaccord avec ce qu'ils font. Parce que moi, ce serait une catastrophe si on signe cette convention-là puis qu'il n'y a rien qui change. Personnellement, là, ça serait vraiment une catastrophe. C'est la route de la mort. Le gouvernement Legault essaie de reprendre un peu plus de contrôle sur la convention collective puis d'en laisser moins aux syndicats. Je suis d'accord avec cet objectif-là. C'est extrêmement difficile congédier au Québec. C'est extrêmement difficile. Tu sais, je pense que Michel Hébert le disait souvent, le manque de travail n'est pas un motif raisonnable de congédiement pour la fonction publique québécoise. Mais à toutes les fois qu'il disait ça, ça me frustrait parce que je me disais, c'est donc bien stupide. Ça ne nous donne pas la chance de remodeler notre modèle. Ça ne nous donne pas la chance de prendre acte des gains de productivité qui ont été faits. Parce qu'on parle beaucoup des enseignants, mais c'est pas juste les enseignants. Là. C'est le front commun. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Là. C'est pas juste... les enseignants, c'est ce qui nous touche le plus parce qu'on est des parents, mais il y a d'autres choses dans cette histoire-là. Puis ce que tu te rends compte vraiment, là, c'est que tant aussi longtemps qu'on ne changera pas
plusieurs choses dans ces conventions collectives-là. On va être pogné pour jouer dans ces pièces de théâtre-là ad vitam aeternam. Parce que là, présentement, les bonifications salariales sont offertes aux employés. C'est théoriquement leur propre cash que le gouvernement est épargné à tous les jours de grève qu'ils font. Là. À toutes les fois que le gouvernement il y a une journée de grève, il y a 150 millions qui est sauvé. Il vous la redonne en augmentant l'offre de 0,8 Je veux dire, ça en est complètement ridicule. Mais de l'autre côté, le gouvernement Legault veut quand même avoir des changements en profondeur dans les conventions, puis ça commence à s'intégrer dans la sphère médiatique un peu que le gouvernement veut assouplir les conventions collectives. Tant mieux si ça perce, mais est-ce que Mario Dumont a raison? Si on veut payer le monde comme du monde dans le réseau, puis surtout si on veut ajuster les salaires futurs à l'IPC, il doit se faire des concessions du côté syndical. Et le pire dans tout ça, c'est que les concessions peuvent être faites extrêmement facilement par des gels d'embauche, par des congédiements, carrément, de faire un putain de nettoyage dans cette affaire-là. Puis Mario, lui, il dit que c'est des affaires radicales, cette affaire-là. Si ce serait vraiment radical, là, on irait même ajouter la remise en question complète et totale du REGOP. Et dans cette remise en question-là, la paye nette des syndiqués pourrait même augmenter. Parce que le contexte est bon présentement avec les taux d'intérêt élevés, de mettre fin au REGOP, d'offrir la possibilité aux gens de transférer leur fonds de pension s'ils veulent, et à partir de demain matin, faire un vrai cotisation déterminée, 6%, 6%, comme on voit dans l'industrie. En fait, c'est plus 4,4 même dans l'industrie privée. Mais de faire un vrai 6,6 ferait en sorte que les syndiqués auraient des payes nettes plus élevées, éventuellement. Et le timing est bon parce que les taux d'intérêt sont élevés présentement à faire ça. Ben moi, dans un tweet précédent, là, parce que ça fait 2-3 fois que je fais... habituellement, je ne fais pas des longs tweets, mais de temps en autre, je me lance là-dedans. Puis j'avais... Tu sais, moi, une des choses qui m'énerve, c'est que là, on est en train d'essayer de trouver une solution. Eux autres, ils disent... le coût de la vie fait que j'ai perdu mon pouvoir d'achat, puis on ne veut pas perdre. Mais l'histoire là-dedans, c'est qu'on a tous pas mal perdu. Je veux dire, pas juste eux autres. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu. Est-ce que tout le monde voit leur salaire augmenter en fonction du coût de la vie? Certains chanceux, oui, même plus. D'autres, non, puis d'autres, vraiment pas. Donc, on est en train de bâtir un genre de marché de l'emploi ou de catégorie de citoyens qui m'énerve, là, parce que c'est jamais ça que le Québec a voulu être. C'est qu'on a voulu toujours être juste pour tout le monde. Là, j'ai comme l'impression que certains sont privilégiés là-dedans. Puis moi, je me suis toujours dit, mais c'est parce que si on veut essayer de compenser le coût de la vie, le coût de la bouffe, le resto, le gaz, ensuite de ça, il y a quoi? Les maisons, les loyers, etc. Puis on essaie de compenser. Il va peut-être falloir trouver les raisons du pourquoi nous sommes au Québec, l'endroit où le coût de la vie a explosé le plus dans les 2 dernières années. Moi, je pense que c'est bien plus qu'une négociation salariale puis des conditions, parce que ça implique peut-être la fiscalité. Et que si on touche à la fiscalité à un moment donné, l'augmentation qu'ils recherchent va arriver, parce que c'est combien il me reste par semaine de ma paye. C'est-tu une augmentation ou c'est une augmentation mélangée à un changement fiscal qui fait que tu l'as ton 5 % par année, mais il y a un mélange 50-50 là-dedans. Augmentation de salaire, mais le fait que maintenant la fiscalité est plus juste, puis plus comme celle de l'Ontario, mettons, bien, on arrive au montant de 5 % hebdomadaire de plus qu'ils veulent par année. Tu comprends mon affaire? Oh, oui, bien à la base, ils l'ont eu, le 1 % eux autres aussi, là, l'année passée de baisse d'impôts. Donc, ça a eu un impact sur la paye nette comme les autres Québécois. Ça a eu cet impact-là embarqué justement au mois de juin. Non, il ne le calcule pas. Il ne le calcule pas. Mais moi, ce que je trouve dans tout ça, c'est que c'est extrêmement malhonnête. Puis la stratégie syndicale est complètement loufoque. Je n'arrive pas à comprendre comment le syndicat fait d'un point de vue stratégique pour arriver dans cette négociation-là avec souvent pas de fonds de grève. Moi, de lire le communiqué qu'on a sorti de la CSQ, là, qui offre maintenant des prêts sans intérêt à ses syndiqués pour leur venir en aide financièrement. Ouais, c'est malade. Qui doit être remboursé dans les 45 jours suivant l'accord. Je trouve ça complètement débile. Comment ça? Et puis la fiscalité est avantageuse, Jeff, pour le fonds de grève. Là. L'argent que tu cotises à un syndicat, c'est déductible d'impôt. Comme un REER. Puis quand tu as de l'argent dans un fonds de grève, c'est pas imposable. Ça, c'est une aberration fiscale, cette affaire-là. Ben oui. Mais cette aberration fiscale-là bénéficie aux grévistes.
T'étais avantagé de cotiser dans un fonds de grève, puis en plus, t'es pas imposé. Je veux dire, sérieusement, c'est un beau pactole fiscal, cette affaire-là. C'est une belle concession faite aux syndicats. Comment ça, vous arrivez pour négocier à la guerre, puis vous avez rien? Je veux dire, il y a des gens qui nous disent que ça leur coûte 170$ aux 2 semaines, la cotisation syndicale. C'est pas rien. C'est de l'argent. Mais vous rendez-vous compte que vous payez pour des fat cats? Ben, moi, je pense qu'elle est là, leur augmentation. Ce qu'ils veulent avoir, c'est pas à moi à payer pour. C'est à eux autres de plus être syndiqués. Il est là, le cash. Pourquoi vous êtes syndiqué? Votre syndicat vous a complètement laissé tomber dans cette négociation-là. Il négocie très mal, il vous conseille mal. Vous avez choisi, ou le syndicat a choisi que vous n'ayez pas de fonds de grève alors que c'est fiscalement avantageux d'en avoir un. Vous êtes géré par des imbéciles à la tête de vos syndicats, puis ça vous coûte une barge. Hey, 170$ aux 2 semaines de cotisation syndicale. Les grévistes, là, prenez votre talon de paye puis regardez combien d'argent vous avez donné à votre syndicat pour l'année. C'est quoi qu'ils ont fait avec ça? Une coupe de mascotte en papier mâché? Êtes-vous sérieux? Ils n'ont rien fait pour vous autres. Ils ont ri de vous autres en allant à Dubaï en plus de ça. Oui, en plus. Puis il est encore à TV en fin de semaine, imagine-toi. Yann Sénéchal avec nous autres. Si vous voulez plus de Yann, quelques minutes encore sur Prime. Si vous êtes abonné. Sinon, ben allez vous abonner, ça ne coûte rien. Pour un mois, allez sur radiopirate.com.